Signature des accords entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Quel avantage la RDC doit-il tirer de ces avantages? Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Au cours de cette émission, nous parlerons également, nous ferons également un clin d'œil sur le Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers des accords de paix en RDC dans la région des Grands Lacs. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir pour vous un expert sur les domaines miniers. Il est avocat. Il est le président du conseil d'administration de la dynamique communautaire pour le développement et la cohésion sociale. Il est également membre du comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, Ida Maloba. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Maître Éloi Bundi Boulia. Évidemment, Nico Kassanda, c'est pour nous un réel plaisir, comme tu l'as dit, d'avoir avec nous Maître Éloi que nous saluons chaleureusement. Bonjour Maître Éloi. Madame, Monsieur. Bonjour Maître Éloi Bundi Boulia. Quelles sont les nouvelles? Oui, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vraiment. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. Nous allons entamer tout de suite avec cette question. Vous qui êtes expert dans le domaine des mines, pouvez-vous nous faire un état des lieux global du secteur minier en République démocratique du Congo, surtout avec l'occupation d'une partie du pays par les rebelles de la FC-123? Oui, effectivement, c'est un problème très sérieux parce que vous savez que les minéraux figurent parmi les causes de la guerre que nous vivons aujourd'hui. Les minéraux, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont des minéraux très stratégiques parce que nécessité pour la technologie moderne, des téléphones, des ordinateurs. Et donc, c'est vraiment une nécessité absolue pour le moment. Et donc, les consommateurs finaux qui sont en Occident et aux États-Unis, au lieu de chercher à signer des accords commerciaux avec la République démocratique du Congo pour un approvisionnement responsable, ils ont préféré financer des groupes mafieux pour appuyer les rebelles et les groupes armés qui pullulent à l'Est. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, la RDC est amputée d'une partie d'elle-même à cause de ses richesses, et particulièrement les richesses minières. Donc, si on ose comprendre, il y a des complices dans cette guerre qui a duré des décennies. Effectivement, il ne peut pas y avoir un conflit ou une guerre de cette envergure sans complicité. Nous avons nos frères congolais qui sont des frères... La complicité en interne. Exactement, des frères congolais qui sont égarés, qui sont en train de légitimer la cause des agresseurs et même des pilleurs. Parmi les Congolais, il y en a qui sont actifs maintenant à l'Est dans l'exploitation minière. Vous avez appris que la mine de Twangiza est redevenue opérationnelle. C'est bien sûr avec la complicité de nos frères congolais. Donc ce n'est pas un secret, c'est une réalité et il faut que tout le monde le sache. Alors, Maître Éloi, qu'en est-il du code minier congolais? Est-il porteur d'espoir, d'abord pour les Congolais, mais aussi pour les investisseurs qui viennent investir au pays dans les secteurs miniers? Oui, justement, le code minier, c'est une œuvre grandiose, c'est un chef-d'œuvre que nous avons mis en place déjà en 2002. La première version du code minier a été promulguée en 2002, avec beaucoup d'innovations par rapport aux lois antérieures. Et nous avons fonctionné avec ce code minier pendant un certain temps, jusqu'en 2018, où nous avons été obligés de le réviser pour le rendre plus performant. Alors, le code minier aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas suffisamment connu. Non seulement connu, mais aussi n'est pas suffisamment appliqué. Beaucoup de dispositions du code minier sont en souffrance. Qu'est-ce qui est à la base de ce fait? Oui, la base, la cause de l'inapplication,
Il n'y a que deux causes souvent, c'est soit le rejet par les destinataires, soit l'ignorance. Et donc, mais à mon avis, je ne privilégie pas cette cause d'ignorance parce que les Congolais sont suffisamment informés, mais je pense qu'il y a une sorte de rejet. Les opérateurs économiques qui étaient habitués au régime des conventions de l'époque ne sont pas prêts à appliquer les droits communs. Dans les droits communs, par exemple, on exige aux sociétés de céder 10% de leur capital au gouvernement congolais et 10% aux citoyens congolais. Mais je crois qu'on ne peut pas compter plus de 5 sociétés qui se sont conformées à cette exigence. Le code minier veut que les sociétés puissent contribuer au développement des communautés autour des sites miniers, en payant notamment la redevance minière, mais aussi une dotation de 0,3%, et encore ce qu'on appelle le cahier des charges. Mais à ce jour, très peu de sociétés ont signé les cahiers des charges avec les communautés environnantes, et donc elles ne se sentent pas vraiment concernées par la loi, et ce qui est malheureux. Et de notre côté aussi, les sanctions ne suivent pas. Parce qu'en principe, les causes minières prévues des sanctions. Maître Éloi, est-ce que les dispositions contenues dans ces codes miniers, est-ce que sont-elles attractives pour justement séduire les investisseurs à pouvoir venir dans notre pays? Exactement, les conditions sont très attractives parce que au-delà de la partie de fiscalité et de responsabilités sociétales qui sont devenues un devoir planétaire, les responsabilités sociétales et la protection de l'environnement, c'est devenu un devoir planétaire. Mais l'accès aux concessions, aux droits miniers, les conditions sont très favorables. La gestion du domaine minier lui-même, elle donne beaucoup de facilités aux opérateurs miniers qui malheureusement sont en majorité des étrangers parce que les Congolais n'ont pas la facilité d'accéder aux capitaux. Et c'est d'ailleurs pourquoi même l'exploitation artisanale qui est réservée aux Congolais commence à être envahie par les expatriés parce que finalement, les Congolais ne s'adaptent pas, que ce soit à l'industrie, que ce soit à l'artisanat. Alors, Maître Éloi, ça c'est très bien dit. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet du jour. Deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, qu'on appelle minerais contre sécurité. De manière beaucoup plus simpliste, ces téléspectateurs qui vous suivent de partout, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ces vocables deal minerais contre sécurité? Oui, les gens préfèrent utiliser les termes anglophones des deals. Et je les trouve un peu péjoratifs ou déformés. Comme on dit en jargon quinoa corp. Oui. C'est ça, c'est un peu déformé et même péjoratif. Et moi, je crois que c'est un accord qui a été voulu par la République démocratique du Congo, un accord formel en bonne et due forme, quoi. Mais la forme qu'il prend aujourd'hui, on a tendance à penser à un cadre de collaboration. Donc la forme est en train d'évoluer avec le temps et bien sûr avec le contexte. Donc cet accord-là, il n'est pas encore signé jusqu'à ce jour. Mais il est très attendu. Il est toujours en négociation. Et il y a de quoi, parce que, comme je le disais précédemment, nous sommes victimes d'un complot pratiquement international. Et donc, les consommateurs finaux, parce que nous n'avons pas d'industrie ici pour utiliser les minéraux ou pour les consommer, mais ce sont les pays occidentaux qui sont fortement industrialisés, qui sont consommateurs des minéraux qui se retrouvent dans notre sous-sol. Donc, moi je pense qu'au lieu de laisser cette situation d'illégalité ou d'irrégularité persister, c'est-à-dire le pillage ou
le fait d'utiliser des groupes mafieux pour venir prendre les minéraux à vil prix, il est plus intéressant de signer des accords avec ces consommateurs, de sorte que le commerce soit transparent. Si le commerce est transparent, je suppose que non seulement l'État congolais va gagner, mais aussi les communautés autour des sites miniers vont gagner. Pensez-vous qu'il y aura vraiment le résultat escompté autour de la signature de ces accords? Oui, je suppose qu'il y aura des résultats à l'issue de la signature de ces accords, madame, parce que les États-Unis ne sont pas nouvellement venus au Congo pour s'approvisionner en minerais. Déjà depuis 2010, lorsque la situation était pratiquement similaire à celle d'aujourd'hui, à Goma, l'ancien président de la République avait suspendu les activités minières parce que la situation était catastrophique, les degrés de pillage étaient très élevés. Alors, les Américains n'ont pas accepté que les activités minières soient suspendues. Ils ont proposé, ils ont pris ce qu'on appelle la loi Dodd-Frank. La loi Dodd-Frank, c'était une loi qui protège les consommateurs américains et qui a une disposition sur les minéraux. Donc cette loi refuse que les sociétés cotées à la bourse des États-Unis ne puissent pas s'approvisionner à l'est de la RDC sans s'assurer qu'il ne s'agit pas de minéraux de sang. Ou donc, encore des minéraux qui sont pris de manière frauduleuse. Voilà. Alors, maintenant, les Américains, en prenant cette loi, n'avaient pas pris les mécanismes pour démontrer que les minéraux ne sont pas les minéraux de sang. Ce qui a créé un embargo général sur tous les minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Le commerce était arrêté et donc toute la vie sociale était paralysée. Alors, en réponse à cette situation, il y a l'OCDE qui avait mis en place ce qu'on appelle l'exercice des devoirs de diligence pour les minéraux en provenance des zones de conflit et à haut risque. C'est justement ce mécanisme de l'exercice du devoir de diligence qui a permis à nos minéraux de redevenir éligibles sur le marché international. Donc, il y a un jeu, à mon avis, qui consiste à nous flouer, à se montrer comme n'étant pas intéressé, alors qu'on est les premiers demandeurs. Aujourd'hui, maintenant nous sommes en 2025, pour une situation similaire, les Américains, au lieu cette fois-ci d'imposer un embargo, parce que les minéraux qui sont en train de quitter l'Est du Congo aujourd'hui, ce sont des minéraux qui ne sont pas contrôlés. Mais les Américains estiment qu'il n'y a pas raison de faire application de la loi Dodd-Frank, mais par contre, ils s'improvisent en acheteurs. Donc ce deal-là dont on parle, c'est un contrat commercial entre les sociétés américaines et la République démocratique du Congo. Donc il faut établir des chaînes d'approvisionnement qui soient responsables, où la loi est respectée, où les instruments juridiques internationaux sont respectés. Et c'est là où je suis pessimiste en disant que c'est de cette façon que l'État congolais et les populations autochtones peuvent se retrouver. Mais que peuvent être les garde-fous dans ces cas pour permettre aux deux parties de se retrouver lors de la signature de ces accords? Oui, les garde-fous, c'est la responsabilité des négociateurs. C'est-à-dire que dans les accords, nous devons avoir des dispositions qui ne nous laissent pas, par rapport à l'autre partenaire, les États-Unis d'Amérique. Donc, nous devons veiller à ce qu'il y ait des clauses d'équité, parce que si on négocie à part égale, il faut savoir qu'est-ce que nous allons tirer et qu'est-ce que nous allons perdre. Donc, c'est aux négociateurs qu'il revient de discuter efficacement les dispositions de ces accords pour que nous ne soyons pas lésés au profit des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique vont apporter les capitaux pour, bien sûr, exploiter et transporter les minéraux vers
tous les autres consommateurs. Donc, là déjà, vous parlez des avantages que les États-Unis pourront justement tirer de ces deals ou de ces contrats. Voilà. oui, les avantages, c'est l'approvisionnement. C'est-à-dire que les minéraux que nous avons aujourd'hui sont appelés des minéraux stratégiques ou encore des minéraux critiques. Ce sont des minéraux qui sont utilisés dans la technologie moderne de la communication. Et donc, la puissance économique aujourd'hui... C'est normal que les États-Unis puissent aussi envier ces minerais qui proviennent de la RDC, voilà, pour pouvoir justement les utiliser dans leur technologie, même si nous, de notre côté, peut-être nous pouvons faire semblant, je ne sais pas si nous pouvons faire semblant, mais eux aussi, ils veulent vraiment. Oui, effectivement, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une guerre permanente entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, tous les minéraux qui sont à l'Est sont commercialisés par les Chinois. Donc, les Chinois ont établi une chaîne d'approvisionnement du Congo, Chine. Et donc, ils sont en train de se constituer des réserves pour le long terme. Et donc, c'est lui qui... Est-ce que ça, c'est tracé, les minerais que les Chinois viennent prendre ici en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a une traçabilité par rapport à ça? Oui, malheureusement, c'est-à-dire que les systèmes de traçabilité, l'exercice du devoir de diligence, qui sont des mécanismes que nous avions mis en place pour pouvoir contrôler ces commerces des minéraux, au fait, tous les pays n'ont pas souscrit à ces systèmes. Et même certains pays de la région des Grands Lacs, notamment le Rwanda qui est signataire du pacte sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, ne se sentent pas concernés par ces mécanismes. Alors, les Chinois également sont un peu réfractaires, mais ils sont très actifs sur le marché. Et voilà, dans le commerce, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Les règles, la loi à elle seule ne suffit pas. Il faut essayer de jouer sur ces mécanismes commerciaux de l'offre et de la demande. Quand il y a une très forte demande, il y a beaucoup d'argent en circulation. Bon, le producteur est un peu défavorisé. Et c'est pourquoi vous avez appris qu'il y a eu suspension de la commercialisation du cobalt pendant un temps pour essayer de créer de la rareté. Et c'est la rareté qui va faire augmenter les prix et donc la valeur du cobalt, et ce qui va apporter beaucoup d'avantages pour la République démocratique du Congo. Donc, il faut jouer sur cette loi de l'offre et de la demande pour essayer de récupérer les équilibres qui sont perdus du fait de législations qui ne sont pas toujours respectées. Maître Eloamé, on va se demander si, en acceptant de dealer avec les États-Unis, la RDC ne perdra-t-elle pas sa souveraineté? Oh, la souveraineté, au fait, dans les accords, quand vous acceptez de signer des accords avec quelqu'un, même le contrat commercial ou le contrat habituel, vous renoncez à quelque chose pour gagner ce que vous n'avez pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas la paix ni la sécurité. Nous n'avons pas une partie du pays. Donc, pour récupérer cette partie du pays, il faut que nous puissions faire ces deals. Et ces deals ont non seulement un avantage économique, mais aussi sécuritaire, parce que l'argent n'aime pas les bruits. Celui qui apporte l'argent va militer pour qu'il y ait la sécurité. Et donc, c'est à nous de jouer, de jouer à l'équilibre pour que cette situation ne nous amène pas à hypothéquer notre souveraineté. Mais il y aura quand même des impositions, il y aura quand même des... Évidemment. On nous édictera quand même des lois où nous serons soumises, voilà, et nous n'aurons pas de choix. Au fait, en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour les parties qui les ont faites. Les deals, c'est déjà une loi. Donc, ne pas se conformer aux deals, c'est constituer une violation d'une loi entre les parties. Alors, je ne vois pas d'autres lois qu'on va nous imposer qui vont être contraignantes jusqu'à
à violer notre souveraineté, mais vous savez qu'il y a une souveraineté sur les matières, sur les minéraux, sur les richesses, sur le sol, sur le sous-sol. Donc, c'est un domaine exclusif plutôt de l'État. Exactement. En fait, c'est l'État qui a la dernière décision. Bien sûr que dans une situation de déséquilibre comme celle-là, où nous avons la main tendue, effectivement que nous n'allons pas en sortir indemnes. Nous allons perdre quelques... Il n'y aura pas du 50-50, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Les 50-50, ce sont les chiffres. Mais en réalité, il y aura un perdant ou quelqu'un qui est défavorisé par rapport à l'autre. Alors, ces accords sera profitable pour la RDC, non seulement sur le plan sécuritaire, parce que nous voulons que la paix soit restaurée et que ça soit restauré définitivement dans les villes sous occupation par la rébellion. Et donc nous allons profiter non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. Je voudrais que vous puissiez insister sur cet aspect des choses. Oui, justement, sur le plan économique, nous avons les minéraux, mais que nous n'exploitons pas. Et d'ailleurs, nous commençons maintenant à nous dire en jargon que les minéraux sont devenus comme une malédiction. Donc, quand je dis que nous n'exploitons pas, c'est-à-dire que nous n'exploitons pas suffisamment. On dit que la RDC, c'est un scandale géologique. Nous n'avons pas que le cuivre, nous n'avons pas que le cobalt. Nous avons aussi du fer. Nous avons de la manganèse. Nous avons du lithium. Alors, mais si notre exploitation ne se limite qu'au cuivre, au cobalt, et même l'or de manière pas très développée, il y a un problème, c'est-à-dire que nous ne profitons pas entièrement de la manne que Dieu nous a donnée. Nous avons besoin que ces minéraux soient exploités pour servir à la technologie, notamment les batteries des véhicules électriques, qui constituent une innovation actuellement parce que... On parle également des téléphones. Bien sûr, c'est une innovation pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, le Congo va engager beaucoup de ressources avec cette exploitation minière. Il y aura des projets d'envergure, pas des petits projets d'exploitation artisanale, non, il y aura des projets d'envergure qui vont concourir au développement des infrastructures, à la réhabilitation des routes, et à la construction des centrales hydroélectriques. Et donc, tout ce qu'on a besoin pour se développer, notamment le courant, les routes, ce sera possible avec ces deals. Donc ça, c'est sur le plan économique. Alors, sur le plan sécuritaire, je vous ai dit que l'argent n'aime pas les bruits. Ceux qui apportent l'argent ne vont pas accepter qu'il y ait des petits messieurs qui soient en train de se bousculer dans les forêts ou bien autour des sites miniers. Et donc, la conséquence sera le rétablissement de la sécurité. Maître, là, tout à l'heure, vous avez dit que la RDC n'arrive pas à exploiter comme il se doit tous les minerais qu'elle contient. Vous qui êtes expert dans le domaine, qu'est-ce qui fait que la RDC n'arrive pas à exploiter convenablement toutes les richesses minières que nous avons? Oui, il y a un problème de vision, de manque de vision minière. Vous avez une richesse, mais vous ne parvenez pas à l'exploiter. C'est donc que vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous devez faire. Donc, il y a un problème de vision minière, une politique minière clairement définie qui manque à la République démocratique du Congo et qui doit être élaborée le plus vite si on veut profiter de cette richesse du sous-sol. Donc, nous sommes un pays potentiellement riche, mais dont la population figure parmi les plus pauvres de la planète. C'est le paradoxe. Et donc, il n'y a personne qui peut nous écouter avec toutes les intelligences que nous avons. Nous avons la capacité de développer le secteur minier, mais vous savez, la politique, elle est ce qu'elle est. Et donc, ce ne sont pas les experts qui manquent, mais
il est aussi important que les politiciens puissent choisir les vrais acteurs à utiliser pour développer un tel ou tel secteur. Alors, vous êtes acteur de la société civile également. En parlant de ces accords, on aimerait savoir quelles sont les responsabilités de la société civile, d'abord vis-à-vis de ces accords, mais aussi vis-à-vis des communautés. Oui, la société civile a une grande responsabilité. La société civile, c'est le gardien du temple, c'est l'œil et l'oreille de la population. Donc la société civile doit veiller d'abord à ce que ces accords tiennent compte des intérêts de la communauté, des communautés locales. La société civile doit mener les plaidoyers. La société civile doit vulgariser ces accords pour qu'ils soient connus suffisamment. Donc la société civile a vraiment une grande responsabilité parce que les citoyens ne peuvent pas tous venir s'exprimer. Et donc il y a ces besoins-là qu'il y ait une société civile informés et suffisamment engagés. Parce que les politiciens, ils ne voient que leurs intérêts immédiats. Mais la question des minéraux, c'est une question de long terme. Nous devons avoir une vue à long terme. Et donc, la société civile est vraiment incontournable et elle est rangée pour jouer effectivement ce rôle. Alors, merci, ça c'est très bien dit, Maître Éloi. Fidèles téléspectateurs de Paramètres, nous sommes en train de poursuivre avec notre émission qui est votre émission. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger essentiellement autour de ce deal entre la RDC et les États-Unis portant sur les minerais. Et sur ce plateau, nous avons reçu pour vous un expert minier. Il est le président du conseil d'administration de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICO de RDC. Il est également membre du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. Maître Éloi Bundi Boulia, vous avez parlé tout à l'heure des minerais que certaines personnes peuvent considérer comme étant des malédictions parce que ça ne profite pas aux Congolais jusqu'à maintenant. Alors, que faire, vous en tant qu'acteur de la société civile et aussi expert sur le domaine minier, que faire pour que ces minerais cessent d'être appelés des sangs et que ça soit profitable aux Congolais et que ça mène le développement en RDC? Oui, que faire, c'est souvent la question la plus difficile parce que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et il est difficile d'émettre des critiques, mais lorsqu'on vous demande maintenant de faire pour changer la situation, ce n'est pas évident. Mais dans notre cas du secteur minier, je pense que les solutions sont possibles, sont à notre portée. Il faut que le code minier soit appliqué. Dans l'application du code minier, il faut l'application du code minier comme il se doit. D'abord, en commençant par l'octroi des titres miniers. On ne devrait pas accorder les titres miniers à des commissionnaires. Parce que le code minier exige que lorsque vous voulez vous lancer dans l'aventure de l'exploitation minière, vous sollicitez les concessions et dont les droits sont constatés par ce qu'on appelle les permis d'exploitation. Vous devez avoir une capacité financière. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'argent dans votre compte bancaire. Mais qu'est-ce que nous avons observé? Il y a des sociétés qui sont venues sans un seul rond et qui ont obtenu des titres miniers. Des sociétés dites des mallettes. Voilà, je ne dirais pas que ce sont des sociétés des mallettes, mais des sociétés qui se sont présentées comme ayant la capacité, mais qui, après avoir obtenu les droits miniers, sont partis les hypothéquer auprès des banques pour maintenant lever les fonds. Ça, c'est déjà une situation d'inquiétude. Donc, nous ne sommes pas en face de vrais investisseurs. Parce qu'eux aussi, à leur tour, ils doivent faire maintenant un retour d'investissement avec des intérêts auprès des banques où ils ont emprunté cet argent. Donc ça, c'est déjà un problème
auxquels nous ne faisons pas souvent attention. Des deux, il y a ce qu'on appelle le rapatriement des capitaux. Ces entreprises qui financent les activités minières d'exploitation industrielle, souvent, au lieu de rapatrier les capitaux pour que ces capitaux servent à l'économie congolaise, les capitaux ne sont pas rapatriés et sont gelés dans les banques d'origine. Donc, ne fût-ce que par ces éléments, vous constatez que nous ne parvenons pas encore à bien organiser le secteur minier. Au-delà, il y a tout un problème de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a récemment l'inspection générale des mines qui a été créée, mais après combien d'années que le code minier a existé? Après plus de 20 ans, on vient maintenant créer l'inspection générale des mines. C'est pour montrer que de tout ce temps, il y avait un déficit. Et les gens, les titulaires de ces permis n'ont fait que se servir au détriment de l'État congolais. Notre système fiscal lui-même, on ne parvient pas à mobiliser les plus de recettes, malgré toutes les quantités qui sont exploitées et exportées. Donc, nous devons nous mettre dans une position où on va tirer les plus grands bénéfices de l'exploitation minière afin de pouvoir investir dans les domaines qui nécessitent beaucoup de capitaux pour développer les coins les plus reculés. Parce que le développement doit être quantifié. Il y a ce qu'on appelle les indices de développement durable. Mais est-ce que nous pouvons dire, après un temps, que nous en sommes à tel ou à tel niveau de développement durable? Prenons par exemple le domaine de l'eau. Tous les projets qui existent aujourd'hui, ce sont les projets pour faire les forages. Les forages des puits pour tirer de l'eau. Mais je crois que le développement, pour dire que une communauté est développée, ou bien quelqu'un est développé en ce qui concerne l'accès à l'eau, il faut qu'il puisse avoir un robinet devant sa maison. Mais on va nous amener les projets de forage pour nous faire croire que c'est ça le développement. Donc il y a d'abord une mauvaise définition du développement. Et donc, mais également, les sociétés qui sont assujetties à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Mais les cahiers des charges n'existent pas. Donc on est en train de voler les communautés. La protection de l'environnement. Nous avons la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Mais elle est bafouée. Et donc, comment on va envisager un développement si déjà les choses élémentaires ne sont pas respectées? Donc, nous sommes encore très très loin de la réalité et tout cela demande une grande vision pour que les minerais soient un facteur de développement et cessent d'être un facteur de malédiction. Nico Kassandala, on comprend qu'il y a beaucoup à faire, il y a du chemin à parcourir pour arriver, n'est-ce pas? Il y a vraiment beaucoup à faire, comme vous l'avez dit, et donc ça nécessite vraiment des efforts qui doivent être entrepris dans le chef des gouvernants pour pouvoir justement assainir le secteur, mettre de l'ordre. Évidemment. Maître, on revient à vous. Tout à l'heure, vous avez évoqué le plan minier. Peut-être les téléspectateurs voudraient en savoir plus. C'est quoi le plan minier? Puis c'est quoi la différence entre le code minier et le plan minier? Oui, effectivement, le code minier, c'est la loi minière qui nous a manqué pendant longtemps et que nous n'avons eu qu'en 2002. Hein? La loi, c'est l'ensemble des dispositions légales qui régissent un secteur. Voilà ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Alors, cette loi, c'est déjà une bonne chose parce que le secteur est maintenant suffisamment réglementé. Mais la politique, c'est la manière dont vous allez faire les choses. Il faut une vision. Vous pouvez avoir une loi sans avoir une vision.
Par exemple, la loi ne va pas nous dire d'ici 2030, qu'est-ce que nous voulons réaliser? La loi ne le dira pas. Mais quand on a une vision, on va se dire que d'ici 2030, nous voulons avoir réalisé une production de telle quantité de minéraux pour réaliser tel projet d'infrastructure. Vous avez vu par le passé ce qu'on a appelé les contrats chinois. Les contrats chinois, c'était minerai contre infrastructure. Mais ces infrastructures, est-ce qu'elles ont été réalisées à la hauteur ou à la manière dont ils étaient envisagés? Je ne pense pas. Il y a des endroits où il s'était prévu des aéroports, ce n'est pas encore construit. Il y a la route de Ngomo pour quitter Bukavu pour aller à Uvira, pour éviter que les gens soient obligés de passer par le Rwanda. Ça n'a jamais été réhabilité. Et donc, une vision, c'est vraiment toute une planification. Hein. La vision comprend, la politique comprend la vision, comprend les objectifs à atteindre, la stratégie pour atteindre les objectifs, mais aussi un plan d'action bien élaboré. Donc, on ne peut pas confondre, il ne faut pas confondre la loi avec les plans miniers, qui sont deux documents différents, mais qui se complètent. Okay. Alors, Maître Éloi, nous sommes en train de poursuivre notre émission et nous allons vous poser cette question. Nous l'avons tirée d'un de vos confrères parlant justement des accords, des accords de paix. Et c'est votre confrère, Maître Crispin Moutouedou, que je salue d'ailleurs en passant, là où il nous suit. Il a dit que la vraie paix, c'est entre les communautés. Comment vous comprenez cela et comment vous jugez cette façon de voir, sa façon de voir les choses? Oui, la vraie paix, c'est entre les investisseurs et la communauté. Donc, nous l'avons constaté plusieurs fois, il y a des personnes qui ont acquis des titres miniers, mais qui n'ont jamais réussi à exploiter parce que les populations s'élèvent en ennemis au regard du comportement de ces investisseurs. Donc, si les investisseurs se conforment rigoureusement à la loi, il n'y aura pas de problème avec les communautés et donc l'exploitation sera pacifique. Mais dans le cas contraire, il n'y aura pas de paix parce que les communautés qui se sentiront lésées, à leur tour, prendront des armes pour chasser les investisseurs. Et à leur tour, les investisseurs chercheront à s'imposer par la force, ce qui va créer encore une tension. Et donc, d'où votre implication en tant que société civile, évidemment. Vous avez une grande responsabilité justement parce que vous encadrez également, vous accompagnez, j'allais dire, vous accompagnez ces communautés dans plusieurs actions. Donc vous avez une grande responsabilité. Est-ce que la société civile remplit cette part de ses responsabilités vis-à-vis des communautés? Oui, exactement. La société civile fait ce qu'elle peut. Parce que les communautés sont sensibilisées au respect des investissements et même à la protection des investissements. Et là, je rappelle d'ailleurs que vous êtes le président du conseil d'administration de la dynamique communautaire. Exactement. Donc vous vivez avec les communautés, vous les accompagnez, vous les aidez. Oui, justement, moi je suis une émanation d'une communauté où il y a les ressources minières. Et donc je participe à toutes sortes de réunions, de forums communautaires. Et même actuellement, comme mandataire, j'accompagne certaines sociétés qui ont des problèmes sur terrain avec les communautés. Donc, le non-respect des lois, le non-respect de la responsabilité sociétale des entreprises, le manque de protection de l'environnement ne peut que engendrer la colère de la population qui est propriétaire aussi au même titre que l'État congolais.
l'État est propriétaire des concessions ou du sous-sol, mais aussi les communautés sont propriétaires parce qu'ils ont ce qu'on appelle le droit sur les ressources minières. Les communautés sont les premiers propriétaires parce que c'est pour elles un moyen de subsistance. Avant même que les investisseurs ne viennent investir, vous trouverez à plusieurs endroits qu'il y a des communautés qui exploitent et qui vont vendre ces minerais sur le marché. Et donc, pour ces communautés, c'est un moyen de subsistance. Alors, lorsqu'on leur prive de ces moyens de subsistance, soit par un industriel qui vient investir et que les communautés sont obligées d'être délocalisées, mais que cela ne se fasse pas de la meilleure manière, en tout cas, attendez-vous qu'il y ait des soulèvements. Parce que la délocalisation est réglée par le code minier et le règlement minier, mais le plus souvent, les entreprises ne respectent pas les mécanismes de délocalisation. La délocalisation, c'est-à-dire qu'on vous fait quitter votre milieu habituel, on vous fait perdre toute votre background, donc toute votre appartenance. Et on vous amène dans un endroit où vous êtes inconnu, vous ne connaissez rien de là. Et vous devez vous réadapter. Mais si cela n'est pas respecté, en tout cas, je vous assure que les endroits que nous avons connus, ça a été des affrontements entre les communautés et les entreprises minières. Très loin, mais qu'est-ce qui fait à ce que ces entreprises-là ne respectent pas généralement les cahiers des charges? Parce que si on essaie de faire un constat, les communautés qui environnent ces entreprises, ce sont les communautés les plus pauvres. En quelque sorte, ces entreprises ne contribuent en rien pour l'avancement ou l'évolution de ces communautés. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises aillent à côté des cahiers des charges? Oui, ces entreprises ne se sentent pas pressées par l'administration des mines, exactement. Parce que la loi a prévu tout un mécanisme. Donc, vous n'allez pas faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Il y a un moment, c'est-à-dire que 6 mois depuis que vous avez commencé la production ou l'exploitation industrielle, vous devez signer, vous devez commencer à exécuter le cahier de charges. Mais le plus souvent, les entreprises s'installent, elles commencent à exploiter, mais sans signer les cahiers de charges. Mais aussi, il y a des entreprises qui se sont converties, qui existaient déjà avant la loi de 2002 et qui étaient sous les régimes de convention et qui avaient déjà des concessions bien avant. Alors, quant à savoir à quel moment commence le délai butoir pour l'exécution du cahier de charges, ça ne répond plus à ce qui est prévu par la loi. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais les facteurs les plus importants, c'est qu'ils ne se sentent pas pressés par l'administration des mines qui devrait être le garant de cette loi. Voilà, ça c'est très bien dit, Maître Éloi. On nous fait déjà signe à la régie que nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Vous venez de prendre part à une grande activité, le Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers, des accords de paix en RDC dans la région des Grands Lacs, et vous avez été l'un des panélistes, votre panel qui, en tant que société civile, vous avez eu justement à intervenir. Peut-on connaître les contenus de votre intervention dans votre panel consacré à la société civile? Je rappelle que ce forum a été organisé par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, sous l'appui justement de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Maître Éloi. Oui, exactement. En tant que membre du comité de crise, je n'ai pas été seulement participant, mais panéliste. Oui, je suis parmi les organisateurs de ces grands forums. Et donc, j'ai toujours eu envie d'organiser ce genre de rencontres
que nous considérons comme l'un des facteurs pour améliorer la gouvernance du secteur minier. Au fait, nous devons développer de manière permanente ce dialogue quadripartite, donc société civile, gouvernement, opérateurs miniers et les partenaires techniques et financiers. Et là, nous sommes à notre deuxième forum parce que nous avons organisé bien avant le dialogue au mois d'avril, je crois. Et donc, cela a toujours été ma préoccupation. Ce qui a été d'ailleurs d'une très grande réussite et le gouvernement était très, très content déjà du rapport final qui a été présenté. Oui, je ne sais pas m'évaluer, mais c'est mieux que vous puissiez... On l'a vu à travers les médias. Exactement, voilà. Donc je crois que ça s'est bien déroulé. Le dialogue d'avril, tout comme les forums du mois d'octobre, et pour moi, ce n'est pas la dernière fois, parce que nous allons continuer ce genre d'exercice, parce que nous estimons que c'est de cette manière que nous pouvons contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur minier. En fait, les forums ici avaient pour objectif de pouvoir baliser les chemins. Parce que si jamais ces accords sont conclus et que la gouvernance minière reste telle qu'elle est, je vous ai dit tout de suite que statu quo, l'une des causes pour lesquelles la loi n'est pas appliquée, c'est parce qu'il y a une certaine défaillance au niveau de l'administration. Mais si les choses restent comme telles, alors que nous signons des contrats avec des accords avec les sociétés américaines, à un moment donné, nous allons nous buter contre une difficulté, c'est-à-dire que le développement qui est attendu ne va pas se réaliser parce que les Américains vont rentrer dans la danse et ils vont, ça va être comme si on déshabillait Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ces forums consistaient justement pour nous, la partie RDC, de nous mettre déjà dans l'orbite du développement. Et lorsque les accords avec les États-Unis seront signés et que nous ne soyons pas en déphasage. Oui, c'est-à-dire que nous, comme société civile, nous voulons alerter déjà en disant que les choses ne sont pas dans la meilleure situation. Il faut que nous puissions faire notre ménage avant de faire venir des personnes qui vont être encore plus exigeantes. Voilà. Donc, ce forum-là, pour nous, a été une façon de recadrer et de sonner l'alarme pour dire, voilà, nous voulons bien sûr signer les accords, mais voilà l'attitude que nous devons observer. Quelles étaient les recommandations issues? Oui, exactement. Il y a eu plusieurs recommandations, surtout en matière de gouvernance minière, où il faut effectivement que la loi s'applique. La première recommandation, c'est que nous puissions faire respecter les lois que nous prenons. Au-delà des lois, il y a des instruments juridiques internationaux auxquels nous avons adhéré. Tous ces mécanismes de traçabilité sont contenus dans les instruments juridiques internationaux que nous-mêmes nous avons ratifiés. Donc, nous devons davantage nous conformer parce que les Américains ne vont pas s'attarder à suivre ce qu'on appelle les mécanismes de transparence ou de traçabilité. Et ils vont venir avec un esprit capitaliste pour gagner le plus vite. Et donc, si il faut imposer des règles de traçabilité ou de transparence, il nous appartient de prendre les devants. Donc, c'était autour de cela que nous avons eu à échanger durant les forums. Et donc, nous donnons encore rendez-vous dans les temps qui viennent pour qu'on puisse encore se soumettre au même. Voilà, Ida, je pense que nous arrivons déjà au terme de notre... Évidemment, mais nous n'allons pas clore sans accorder la parole à Maître Éloise. Vous avez quelque chose à dire, adresser peut-être à la population, vu que vous êtes acteur de la société civile au gouvernement, je ne sais pas. Oui, mon message est clair. Je suis à la disposition de mon pays pour le servir comme société civile. Comme lorsque je suis consulté par le gouvernement, je ne manque pas de répondre. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été
consultant au conseil présidentiel des veilles stratégiques. Et donc, j'ai conduit les projets de gouvernance minière. Et donc, je suis toujours disposé à servir comme Congolais. Donc, mon mot, c'est continuer à être optimiste. Optimiste par rapport à ces deals. Parce que, premièrement, les Américains ont un engagement ferme pour restaurer la paix dans le monde. C'était déjà un élément. Vous avez vu comment ils se sont comportés vis-à-vis de l'Ukraine et la Russie, comment ils se comportent vis-à-vis d'Israël et Gaza. Et donc, à mon avis, je suis convaincu qu'il en sera de même pour la République démocratique du Congo. À un moment donné, ces tergiversations vont s'arrêter et les Américains vont dire « assez, vous avez longtemps joué, voilà la ligne à suivre ». Deuxièmement, les intérêts économiques sont évidents. La Chine s'est suffisamment servie au Congo. Et la Chine risque de prendre l'avantage sur les États-Unis. Donc il est temps que les États-Unis puissent recadrer et se remettre et se rattraper. Et donc, à cet égard, pour ces deux éléments, je suis optimiste que ce deal va être signé et qu'il va contribuer d'une certaine manière, non seulement au retour de la paix, mais aussi au développement. Le deal va être signé et il va contribuer non seulement au développement du pays, mais aussi et surtout au retour de la paix dans les villes sous occupation de la rébellion, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. C'était vos mots de conclusion, Maître Éloi Bounziboulia, à cette émission. Merci. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Maître Éloi. Nous pensons que la RDC a besoin de votre expertise pour son avancement, n'est-ce pas, Nico Kassanda? Évidemment. Merci à toi aussi, Nico Kassanda, d'avoir été là pour voilà, le déroulement de cette émission. À vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Paramètres, mais aussi de Vert Pâturage Télévision, nous vous disons merci de votre fidélité. Nous vous retrouverons très prochainement avec un nouvel invité. Et ça sera avec un réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup.